phénomène Ousmane Sonko, le plus grand stratège politique d'Afrique. Qu'on l'adore ou qu'on le critique, il faut regarder la réalité en face. Ousmane Sonko est en train de réécrire les manuels d'histoire politique en Afrique. Ce que cet homme a accompli ces dernières années au Sénégal relève du génie, tactique pur. Il a transformé chaque piège de ses adversaires en un marchepied vers le sommet de l'État. Non, Ousmane Sonko, il a fondu en larmes devant son public. Quel dit Ousmane Sonko fond en larmes devant son public lors de son premier meeting du Pastef. Famille, non mais dites-moi de manière sincère, est-ce qu'il existe un homme politique? À part les militaires, on met les militaires là côté. Est-ce qu'il existe un homme politique aussi populaire que Ousmane Sonko? Moi, il pense pas. C'est Ousmane Sonko qui fait un live Facebook où il y a plus de 70 000 personnes connectées. Ouais, non, le gars là, c'est la magie. Plus de 70 000 personnes connectées. Non, le gars là, il est populaire. Tiens! Sonko vient de montrer sa force dans la politique. Il est devenu sans doute l'homme le plus redoutable de la politique actuelle du Sénégal. Cependant, 1000 questions remontent dans la tête de tout un chacun. Sonko a-t-il soif du pouvoir ou bien est-il fidèle à sa vision? Vu ses multiples sorties récemment, l'opinion publique se pose beaucoup de questions. Si toi aussi tu es dans ce cas, reste avec nous dans cette vidéo pour tout comprendre. Voilà. On va commencer par le commencement. Parce que pour comprendre ce qui se passe vraiment au Sénégal en ce moment, il faut rembobiner le film. Pas très loin, à peine 2 ans en arrière. En 2024, quelque chose de rare s'est produit dans ce pays. Quelque chose que beaucoup de Sénégalais attendaient depuis des décennies. Une alternance politique réelle portée par 2 hommes que tout semblait lier, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. 2 figures, un seul destin, c'est du moins ce qu'on croyait. Leur slogan de campagne était limpide, presque prophétique. Diomaye, moi son moi Diomaye. Lui c'est moi c'est lui. Ce n'était pas juste une formule politique. C'était une promesse faite au peuple sénégalais. Une promesse de cohérence, d'unité, de direction claire. Les Sénégalais y ont cru. Ils ont voté massivement pour ce tandem. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir d'un vrai changement semblait à portée de main. Mais voilà que, moins de 2 ans après cette victoire historique, l'image s'est fissurée. Ce qui était présenté comme un duo inséparable s'est transformé en une rivalité sourde, tendue et finalement explosive. En mai 2026, Ousmane Sonko a été limogé de la primature, évincé du gouvernement par celui qu'il avait lui-même porté au sommet de l'État. Ce n'est pas rien, c'est même, selon beaucoup d'observateurs, l'une des ruptures politiques les plus symboliques de l'histoire récente du Sénégal. Et ce week-end, lors du premier congrès du PASTEF depuis sa création, Sonko a frappé fort. Il a été réélu à la tête du parti avec une écrasante majorité. 2000 délégués venus de 589 sections du Sénégal et de la diaspora ont scandé son nom. Le message était clair. Sonko est toujours là. Sonko est même plus fort que jamais. Mais alors, que se passe-t-il vraiment? Est-ce qu'on assiste à une simple querelle d'ego entre 2 anciens alliés? Ou est-ce que ce qui se joue devant nos yeux, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus stratégique? La bataille pour la présidentielle de 2029. Pour répondre à cette question, il faut comprendre qui est vraiment Ousmane Sonko. Pas le personnage qu'on vous a présenté à la télévision. Pas la caricature que ses adversaires ont tenté de construire. L'homme réel avec ses convictions, ses ambitions et ses contradictions. Ousmane Sonko est né le 15 juillet 1974 à Thiès. Il a grandi dans une famille modeste. Il a fait des études solides et il a intégré l'administration fiscale sénégalaise où il a rapidement gravi les échelons. Mais ce qui va définir sa trajectoire, c'est sa rupture avec le système. En 2016, alors inspecteur des impôts, il publie un livre intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Un texte qui fait l'effet d'une bombe dans les sphères politiques. Il y dénonce la gabegie, la corruption, le clientélisme, les accords inégaux avec les multinationales. Il y trace une vision alternative pour son pays, radical, souverainiste, panafricain. Ses supérieurs ne le lui pardonneront pas. Il est révoqué de la fonction publique. Et c'est là que tout bascule, parce que cette révocation, au lieu de l'écraser, va le propulser. Les Sénégalais, qui en ont assez de la politique traditionnelle, vont le voir comme un martyr. Un homme qui a payé de sa carrière le prix de sa sincérité. En 2017, il crée le PASTEF, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le nom lui-même est un programme. Ce n'est pas un parti comme les autres.
Sonko construit une base militante qui ressemble plus à un mouvement qu'à une machine électorale classique. Des jeunes, des intellectuels, des déçus de la politique, des nationalistes, des panafricanistes, tous réunis autour d'une conviction commune. Le Sénégal peut faire mieux. Le Sénégal mérite mieux. Les années qui suivent vont transformer Sonko en phénomène politique. À l'élection présidentielle de 2019, il finit troisième avec presque 15% des voix. Pour un nouveau venu, c'est un score remarquable. Il entre à l'Assemblée nationale. Sa voix commence à peser. Ses discours enflamment les réseaux sociaux. Sa popularité grandit à une vitesse qui inquiète le pouvoir en place. Et c'est là que commencent aussi les ennuis judiciaires. Des affaires qui, selon ses partisans, ne sont pas des coïncidences. Des tentatives orchestrées pour l'éliminer politiquement avant qu'il ne devienne trop dangereux. En 2021, une accusation de viol va mettre le pays à feu et à sang. Les partisans de Sonko descendent dans les rues. Des heurts violents avec les forces de l'ordre. Des morts. Mais Sonko résiste. Il nie les accusations. Il dénonce un complot politique. Et paradoxalement, chaque tentative d'affaiblissement va le renforcer un peu plus aux yeux de ses supporters. En 2023, il est condamné. Ses droits civiques sont menacés. Il semble acculé. Mais le PASTEF continue à se battre. Bassirou Diomaye Faye, son lieutenant le plus fidèle, incarcéré lui aussi à ce moment-là, est libéré et se présente à sa place à la présidentielle de 2024. Et là, l'inimaginable se produit. Diomaye gagne dès le premier tour avec près de 55% des voix. C'est une victoire historique, une claque monumentale infligée au système que Sonko combattait depuis des années. Et au lendemain de cette victoire, Sonko est nommé Premier ministre. L'alliance semble parfaite, l'un à la présidence, l'autre à la primature, un duo qui gouverne avec la même vision, le même parti, le même peuple derrière eux, mais gouverner, c'est plus compliqué que militer. Et très vite, des tensions vont commencer à apparaître, pas en public, pas encore, mais dans les couloirs du pouvoir, dans les réunions à huis clos, dans les décisions qui se prennent ou qui ne se prennent pas. Des sources proches du dossier évoquent des désaccords croissants entre la présidence et la primature, sur les nominations, sur les réformes à mener, sur le rythme du changement. Sonko est un homme pressé. Il voulait des réformes rapides, visibles, fracassantes. La rupture avec les anciennes pratiques devait être nette, immédiate. Diomaye, lui, jouait peut-être la carte de la prudence, de la progressivité. Ces deux tempéraments, complémentaires dans l'opposition, allaient devenir source de friction dans l'exercice du pouvoir. Et puis, il y a eu les dossiers sensibles, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, les procédures judiciaires contre les figures de l'ancien régime, l'audit des comptes publics, ce qu'on appelle la dette cachée. Des sujets où le Sénégal attendait des résultats concrets et où les résultats tardaient à venir. Sonko, dans ses sorties publiques, donnait l'impression de vouloir accélérer. Diomaye, lui, semblait vouloir temporiser. C'est dans ce contexte que les premières provocations verbales ont commencé à filtrer. Des discours de Sonko en 2025 qui laissaient entendre que le cap n'était pas suivi. Des formulations qui, sans désigner nommément le président, le visaient clairement. Un jeu dangereux mais délibéré. Et en mai 2026, la rupture est consommée. Diomaye Faye limoge Sonko. L'homme le plus populaire du PASTEF est écarté du gouvernement par le président qui l'a contribué à élire. La scène politique sénégalaise bascule. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que Sonko ne tombe pas. Il rebondit, immédiatement, avec une efficacité déconcertante. En quelques semaines, il reprend le contrôle du PASTEF, organise le premier congrès de l'histoire du parti et se fait élire président pour un mandat de 6 ans. 6 ans. Pas 2, pas 4, 6. Et si vous pensez que ce détail est anodin, vous vous trompez. Parce que la prochaine élection présidentielle sénégalaise, c'est 2029. Et un mandat de 6 ans à la tête du PASTEF, ça vous emmène bien au-delà de 2029. C'est une stratégie de long terme. Un ancrage institutionnel dans le parti qui dit clairement « Sonko n'est pas en train de plier bagage. Il est en train de consolider sa base pour la prochaine bataille électorale. » Ce congrès, ne vous y trompez pas, n'était pas qu'une formalité administrative. C'était une démonstration de force. 2000 délégués présents, des sections de tout le Sénégal et de la diaspora. Un taux de participation qui montre que la machine militante du PASTEF est intacte,
que le limogeage n'a pas entamé la loyauté des militants, que Sonko conserve l'essentiel, les hommes, les réseaux, l'enthousiasme de la base. En politique, quand on vous enlève votre poste gouvernemental, on espère généralement que vous allez vous effondrer, que vos soutiens vont se disperser, que vos alliés vont rejoindre le camp du vainqueur apparent. Mais Sonko a fait exactement le contraire. Il a transformé son éviction en tribune, en démonstration, en point de départ d'une nouvelle étape. Pendant ce congrès, Sonko a tenu des propos qui méritent qu'on s'y attarde. Il a dit qu'il n'y avait pas de crise politique institutionnelle au Sénégal. Beaucoup ont été surpris par cette affirmation. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de crise alors que le Premier ministre vient d'être limogé, alors que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale n'est plus représenté dans le gouvernement, alors que la tension entre les deux têtes de l'exécutif était palpable depuis des mois? La réponse est dans la stratégie. En disant qu'il n'y a pas de crise, Sonko évite de paraître comme quelqu'un qui cherche à déstabiliser le pays. Il se positionne comme un homme responsable, attaché à la stabilité institutionnelle du Sénégal. Il joue le long terme. Il dit en substance « Je n'ai pas perdu, j'ai juste changé de poste ». Et depuis ce nouveau poste, celui de président du PASTEF et de président de l'Assemblée nationale, il garde les mains sur les leviers qui comptent vraiment. Parce que voilà le paradoxe de la situation sénégalaise actuelle. Diomaye a limogé Sonko du gouvernement, mais le PASTEF, le parti de Sonko, détient encore 80% des sièges à l'Assemblée nationale, 130 députés sur 165. La majorité parlementaire reste dans les mains de Sonko. Et dans une démocratie, c'est énorme. Le gouvernement de Diomaye peut faire ce qu'il veut, il dépend du bon vouloir de l'Assemblée pour faire passer ses lois. Or, l'Assemblée est contrôlée par Sonko. Donc, qui est vraiment au pouvoir? C'est la question que tout le monde se pose. Sonko a dit lui-même, si l'exécutif joue le jeu, il n'y aura pas de problème. Mais il a aussi ajouté que si l'exécutif ne joue pas le jeu, le législatif a bien la possibilité d'arrêter la machine. Un avertissement poli, mais limpide. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus du gouvernement Diomaye. Cette configuration politique est inédite au Sénégal. On parle d'une cohabitation, mais pas entre des adversaires politiques traditionnels comme la France en a connu dans les années 80. Non. On parle d'une cohabitation au sein d'un même parti. L'homme à la présidence et l'homme qui contrôle le Parlement viennent du même mouvement, partagent ou partageaient la même vision, ont mené ensemble la même campagne électorale. C'est cela qui rend la situation unique, complexe et potentiellement explosive. En France, quand Mitterrand cohabitait avec Chirac ou avec Balladur, chacun savait clairement qui était qui. Les rôles étaient indéfinis, les camps étaient clairs. Ici, les lignes sont brouillées, et dans ce brouillard politique, c'est souvent l'homme le mieux préparé, le plus stratège, le plus patient qui finit par l'emporter. Et Ousmane Sonko tout laisse à croire qu'il est cet homme-là. Il a survécu à des procédures judiciaires qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Il a survécu à l'incarcération de ses proches. Il a survécu aux tentatives d'élimination politique. Et maintenant, il vient de survivre à son limogéage. À chaque fois qu'on pensait l'avoir enterré, il est revenu plus fort. Ses partisans y voient presque une force mystique. Ses adversaires y voient une habileté politique redoutable. Mais dans les deux cas, le constat est le même. Sonko est toujours là. Et il n'a visiblement pas l'intention d'aller nulle part. La vraie question que cette situation soulève, c'est celle de la vision. Sonko a toujours dit qu'il se battait pour une cause, pas pour un poste. Que son combat n'était pas personnel mais national, voire panafricain. Que ce qu'il voulait, c'était libérer le Sénégal de ses dépendances extérieures, renégocier les contrats inégaux, rendre leur dignité aux peuples africains. Ces discours ont fait sa popularité. Ils ont séduit des millions de Sénégalais et au-delà des millions d'Africains qui voyaient en lui une alternative crédible au système. Mais la question que l'opinion publique se pose maintenant, c'est de savoir si ces discours correspondent encore à sa réalité. Ou si le Sonko d'aujourd'hui, le Sonko président du PASTEF et président de l'Assemblée nationale, est davantage guidé par l'ambition personnelle que par la vision collective. Est-ce qu'il veut changer le Sénégal ou est-ce qu'il veut diriger le Sénégal? Les deux ne sont pas incompatibles. Mais la nuance est importante. Ces récentes sorties publiques ont en tout cas alimenté le débat. Des déclarations tranchées, des critiques voilées contre l'exécutif, une posture de contre-pouvoir qui tranche avec l'image d'unité qu'il projetait en 2024. Certains y voient la preuve qu'il n'accepte pas son éviction et qu'il cherche à reprendre le leadership de l'État par la voie parlementaire.
D'autres y voient au contraire un homme qui reste fidèle à ses convictions et qui refuse de cautionner des décisions avec lesquelles il est en désaccord fondamental. La vérité est peut-être dans les deux interprétations à la fois. Et c'est précisément ce qui rend ce personnage aussi fascinant et aussi insaisissable. Pour comprendre la profondeur de ce qui se joue aujourd'hui, il faut parler de ce que beaucoup n'osent pas dire ouvertement. Le Sénégal est en train de vivre quelque chose de rare sur le continent africain. Une confrontation au sommet entre deux hommes issus du même mouvement, qui partagent la même origine politique et qui se retrouvent aujourd'hui dans une opposition feutrée, silencieuse mais réelle. Ce n'est pas une guerre de tranchées, ce n'est pas une crise violente, c'est quelque chose de plus insidieux, de plus dangereux peut-être, parce que ça se passe dans les couloirs du pouvoir, dans les silences des communiqués officiels, dans les non-dits des discours publics. Revenons un instant sur la mécanique institutionnelle pour ceux qui auraient du mal à suivre. Au Sénégal, le système politique est semi-présidentiel. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il est le chef de l'État, il détient le pouvoir exécutif, il nomme le Premier ministre. Mais ce Premier ministre doit avoir la confiance de l'Assemblée nationale pour gouverner efficacement. Or, depuis mai 2026, la configuration est la suivante. Diomaye Faye est à la présidence, il a limogé Sonko, il a formé un nouveau gouvernement sans les figures de proue du PASTEF. Mais le PASTEF, lui, contrôle toujours 130 sièges sur 165 à l'Assemblée nationale. Et Sonko, en tant que président du PASTEF et fort de son retour triomphal au congrès de ce week-end, est la figure centrale de cette majorité parlementaire. Le nouveau Premier ministre nommé par Diomaye n'a pas l'aval du PASTEF. Ce détail est crucial parce que dans la logique institutionnelle normale, un gouvernement qui n'a pas la confiance de la majorité parlementaire est un gouvernement faible. Il peut être censuré, il peut voir ses projets de loi rejetés, il peut être bloqué à chaque étape de son action. La coalition qui soutient Diomaye en dehors du PASTEF, c'est une constellation d'environ 300 petits partis et mouvements. 300. Ce chiffre peut paraître impressionnant en volume, mais en réalité, aucun de ces partis ne pèse vraiment dans la balance. Le PASTEF à lui seul est hégémonique. Et donc Diomaye se retrouve dans une position de dépendance à l'égard de Sonko, qu'il a pourtant lui-même écarté du pouvoir. C'est une équation politique particulièrement délicate. Que va faire Sonko de ce rapport de force favorable? C'est la question à 1 million de francs CFA. Lui-même dit qu'il n'est pas là pour bloquer, qu'il veut la stabilité institutionnelle, qu'il entend travailler dans l'intérêt des Sénégalais depuis son nouveau positionnement. Mais ces paroles sont assorties d'une condition très claire. Si l'exécutif joue le jeu, et là, tout est dans ceci, parce que jouer le jeu, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Respecter le programme de gouvernement défini pendant la campagne de 2024. Avancer sur les réformes structurelles promises. Ne pas revenir en arrière sur les engagements souverainistes. Ne pas passer des compromis avec des acteurs que le PASTEF considère comme des adversaires du changement. C'est un cadre de cohabitation qui ressemble moins à une trêve qu'à une période de surveillance active. Sonko surveille, il évalue, il mesure et si les lignes sont franchies, il a les outils pour réagir. Dans ce contexte, la question de la dette cachée est particulièrement explosive. Depuis l'arrivée du tandem au pouvoir en 2024, une mission du Fonds monétaire international a mis en évidence des irrégularités dans les comptes publics sénégalais, des engagements non déclarés, des passifs dissimulés, une dette réelle qui serait bien supérieure à ce que les chiffres officiels laissent paraître. Cette révélation a bouleversé les négociations avec les bailleurs de fonds internationaux. Les décaissements du FMI ont été suspendus. Des discussions sont en cours pour reprendre un programme d'ajustement. Et dans ce contexte déjà complexe, la rupture entre Diomaye et Sonko envoie un signal peu rassurant aux marchés financiers et aux partenaires internationaux. Quand les deux têtes dirigeantes d'un pays se retrouvent en opposition, les investisseurs deviennent nerveux, les créanciers aussi.
Les dossiers qui sont sur la table sont nombreux et délicats. La renégociation des contrats dans le secteur pétrolier et gazier, qui représente l'un des enjeux économiques majeurs des prochaines décennies pour le Sénégal, avec les gisements de Sangomar et du Grand Tortue à Ahmeyim. La question de la reddition des comptes, c'est-à-dire les poursuites judiciaires contre les figures de l'ancien régime de Macky Sall, la refonte des accords de coopération avec certaines puissances étrangères, notamment sur les questions militaires et économiques, et la gestion des finances publiques dans un contexte d'endettement préoccupant. Sur chacun de ces sujets, les positions respectives de Diomaye et de Sonko semblent aujourd'hui moins alignées qu'elles ne l'étaient en 2024. Et ce décalage est dangereux, non seulement pour eux, mais pour le pays tout entier. Car pendant que les deux hommes se regardent en chien de faïence, le Sénégal a besoin de gouvernance. Les populations attendant des résultats concrets. L'accès aux services de base, le chômage des jeunes, le coût de la vie, la sécurité dans certaines régions du pays. Ce sont des problèmes réels, urgents, qui ne peuvent pas attendre que les équilibres politiques au sommet se stabilisent. Et c'est là que la question de la vision reprend tout son sens. Si Sonko est vraiment animé par une vision pour son pays, alors il devrait travailler à rendre la cohabitation productive plutôt qu'à l'instrumentaliser pour ses ambitions de 2029. Si Diomaye est vraiment attaché à l'intérêt national, alors il devrait chercher à reconstruire des ponts avec la base militante du PASTEF, plutôt que de s'appuyer sur une coalition de petites partis sans assises réelles. Mais la politique, ce n'est jamais aussi simple que ça. Et l'ambition, chez les hommes qui ont goûté au pouvoir, ne s'efface jamais complètement derrière les grands idéaux. C'est humain, c'est universel. Et le Sénégal n'échappe pas à cette règle. Ce qui est certain, c'est que les prochains mois vont être déterminants. Les prochaines décisions budgétaires, les prochains votes à l'Assemblée nationale, les prochaines déclarations des uns et des autres vont dessiner la trajectoire politique du Sénégal pour les années à venir. Et dans tout ça, Ousmane Sonko reste l'acteur central. Qu'on l'aime ou qu'on le redoute, qu'on le considère comme un visionnaire ou comme un politicien habile, sa présence dans le jeu est incontournable. Il faut maintenant parler de ce que tout le monde sait mais que personne ne dit vraiment en face. Ousmane Sonko veut être président du Sénégal. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une hypothèse. Lui-même l'a laissé entendre à maintes reprises dans ses discours. Ses partisans en sont convaincus, ses adversaires le craignent. Et ses alliés d'hier, notamment Diomaye Faye, en sont certainement conscients aussi. La question n'est donc pas de savoir si Sonko sera candidat en 2029. La vraie question, c'est de savoir dans quel état sera le Sénégal en 2029. Et dans quel état sera le paysage politique à ce moment-là. Parce que février 2029, c'est loin. 2 ans et demi, c'est une éternité en politique. Et en 2 ans et demi, beaucoup de choses peuvent changer. Regardons les différents scénarios possibles. Premier scénario, la cohabitation douce. Sonko et Diomaye trouvent un modus vivendi. L'Assemblée nationale vote les textes présentés par le gouvernement. Le gouvernement respecte les lignes rouges du PASTEF. Les deux hommes évitent les confrontations publiques et se concentrent sur la gouvernance du pays. Dans ce cas, le Sénégal avance, les réformes se mettent en place progressivement et Sonko peut se prévaloir d'un bilan politique positif en 2029 en disant qu'il a permis la stabilité depuis le Parlement. Ce scénario est le plus favorable pour le pays. Mais est-il réaliste? Vu les tensions accumulées, vu les égos en présence, vu les ambitions personnelles qui se croisent, il paraît difficile de croire que cette cohabitation puisse durer 2 ans et demi sans accroc majeur. Deuxième scénario, la rupture ouverte. Sonko décide à un moment donné d'utiliser la majorité parlementaire pour bloquer le gouvernement Diomaye. Il fait voter une motion de censure. Il rejette des projets de loi essentiels. Il paralyse l'action de l'exécutif. Dans ce cas, Diomaye est contraint soit de dissoudre l'Assemblée et d'appeler
à de nouvelles élections législatives, soit de négocier un nouveau gouvernement avec le soutien du PASTEF. Les deux options sont risquées pour lui. Une dissolution pourrait se retourner contre lui si le PASTEF consolide encore davantage sa domination parlementaire. Une négociation avec Sonko l'obligerait à composer avec un homme qu'il vient d'écarter. Ce scénario est le plus dramatique. Il plongerait le Sénégal dans une instabilité politique préjudiciable. Et Sonko, qui dit vouloir la stabilité, aurait du mal à le justifier devant l'opinion publique. Troisième scénario, l'émergence d'un troisième acteur. C'est le scénario dont on parle moins, mais qui pourrait être le plus intéressant. Si la cohabitation s'étire dans la tension sans explosion franche, si ni Sonko ni Diomaye ne parvient à imposer sa vision, le terrain pourrait s'ouvrir à l'émergence d'une nouvelle personnalité politique. Quelqu'un qui profiterait du discrédit des deux pour se positionner. L'histoire politique africaine est pleine de ces émergences inattendues. Un outsider qui surgit quand les figures établies se sont épuisées à s'affronter. Ce scénario est le moins probable à court terme, mais le plus perturbateur s'il se concrétise. Dans tous les cas, le centre de gravité reste Sonko. Et pour comprendre pourquoi, il faut aller au-delà de la politique et regarder la sociologie de sa base électorale. Sonko incarne quelque chose qui dépasse les jeux de pouvoir traditionnels. Il représente pour des millions de Sénégalais et au-delà pour des millions d'Africains l'espoir d'une rupture réelle avec un système perçu comme injuste, inégalitaire, néocolonial. Son discours anticorruption, son engagement pour la souveraineté économique, sa rhétorique panafricaine résonnent avec une profondeur émotionnelle qui va bien au-delà du simple calcul électoral. Quand Sonko parle, ses partisans n'entendent pas seulement un politicien. Ils entendent quelqu'un qui dit tout haut ce qu'il pense tout bas depuis des années. Cette connexion émotionnelle est son capital le plus précieux. Et ça, aucun limogeage ne peut l'effacer. Diomaye peut nommer qui il veut à la primature. Il peut constituer le gouvernement qu'il veut. Mais s'il ne parvient pas à déconnecter Sonko de sa base populaire, il restera politiquement fragile face à lui. Et pour l'instant, le congrès de ce week-end a montré que cette base est plus soudée que jamais. Les militants ont voté massivement pour Sonko. Ils ont scandé son nom. Ils lui ont accordé un mandat de 6 ans. C'est un signal fort envoyé à Diomaye. Un signal qui dit « Essaie d'oublier Sonko dans ton calcul politique et tu verras ce qui t'attend ». Mais au-delà du rapport de force entre les deux hommes, il y a une question plus fondamentale que le Sénégal doit se poser. Est-ce que les institutions du pays sont suffisamment solides pour traverser cette turbulence sans se fracturer? Est-ce que la démocratie sénégalaise, qui fait figure de modèle sur le continent depuis des décennies, est en mesure d'absorber cette crise inédite sans dommages durables? Le Sénégal a une tradition démocratique remarquable pour l'Afrique. Des élections régulières, des alternances politiques pacifiques, une presse relativement libre, une société civile active. Ces acquis sont précieux et ils méritent d'être protégés, quelle que soit l'issue de la bataille entre Diomaye et Sonko. Ce qui est en jeu, en réalité, c'est un test de maturité démocratique. Est-ce que deux hommes politiques qui ont construit ensemble peuvent se séparer sans emporter le pays dans leur rupture? Est-ce que leurs ambitions personnelles peuvent coexister avec leurs responsabilités nationales? Ce sont des questions auxquelles ni Sonko ni Diomaye ont encore apporté de réponses définitives. Mais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, leurs actes parleront plus fort que leurs discours. Et les Sénégalais, eux, seront là pour les observer, pour les juger et au bout du compte, pour décider en 2029 à qui ils confient leur pays. Cette prochaine présidentielle, on le comprend bien maintenant, ne sera pas une élection comme les autres. Elle sera le verdict d'un peuple sur 5 années de promesses, de tensions, de reconfiguration. Et dans ce verdict, le nom d'Ousmane Sonko sera à coup sûr au cœur du débat. Reste à voir si l'homme sera à la hauteur de la légende qu'il est en train d'écrire.
Reste à voir si la vision qu'il a vendue aux Sénégalais depuis des années se traduira enfin en actes concrets. Reste à voir si le Sonko de 2029 ressemblera au Sonko de 2017. Celui qui publiait un livre enflammé, celui qui rêvait de transformer son pays sans compromis. Ou si le pouvoir, les années et les batailles internes l'auront transformé en un politicien comme les autres. Les Sénégalais le sauront et l'Afrique entière regardera.